Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Leclabar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Somme et ancien agriculteur retraité, je crois, depuis relativement peu de temps. Oui, depuis 2 ans. Mais Voilà, c'est tout quand on est récent. agriculteur, on y reste toute sa vie jusqu'à sa mort. Exactement. Et on vous souhaite que ce soit le plus tard possible, bien évidemment. Oui, merci, On vous est dans êtes. un contexte On est dans un contexte particulier, on garde la forme et la bonne humeur. Néanmoins, contexte particulier, l'occasion pour vous aussi, je sais, de réimaginer peut-être l'agriculture, l'agriculteur de demain. Il faut plus que jamais revisiter les choses, peut-être pour remettre aussi l'agriculteur et l'agriculture au centre des problématiques, au centre de la production et de la consommation peut-être. Alors, il faut bien comprendre que moi, je suis un agriculteur de la génération productiviste, en réalité, puisque j'ai commencé ma carrière en 1975, et c'était à l'époque le plein boom du développement de l'agriculture, parce qu'il fallait produire autant que faire se peut, et moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai été traditionnellement l'occasion de dire que j'ai commencé ma carrière avec le Roundup et j'en ai fini avec le glyphosate. Ce qui veut dire que j'en ai consommé pendant 45 ans. Ça, c'était hier, c'était votre vie professionnelle. Si on se projette pour les agriculteurs d'aujourd'hui et de Oui, demain, j'ai oui. l'impression effectivement que vous sous-entendez qu'il faut changer les choses. Ah bah, et de toute façon, l'agriculture, c'est toujours adapté. Les agriculteurs ont su produire, ils ont su produire mieux, plus, moins cher. Et maintenant, je pense qu'il faut repenser nos modèles de production, sans faire la révolution immédiatement parce que c'est impossible, mais progressivement, je crois que les agriculteurs sont prêts à changer un certain nombre de pratiques. Ce qu'il y a de très étonnant, comme vous l'avez dit, vous êtes un agriculteur d'une ancienne génération qui a utilisé Oui. tous les produits possibles pour faire produire le plus possible. Mm. Euh, Tout le monde ne pense pas encore comme vous en disant oui, il faut changer aujourd'hui. Même un bon vieux agriculteur comme vous, j'ai envie de dire, c'est positif ce que je dis, hein. Oui, oui, mais je comprends bien. Moi, le premier, avant d'être député, sortant de ma dernière année d'agriculteur, je n'avais pas ce réflexe de réflexion sur l'agriculture de conservation, ce qu'on appelle les SCB. J'avais plutôt dans la tête l'agriculture biologique. Et je me suis rendu compte, au contact de certains de mes confrères ou même d'auditions, qu'on pouvait sûrement faire les deux à la fois. À la fois faire en sorte qu'on ait une agriculture qui apporte une amélioration sur le plan environnemental, c'est-à-dire la qualité de l'eau, de l'air et du reste, et de nos sols, et que on pouvait très bien faire du bio, même en faisant des FCV, puisque jusqu'à maintenant, on considérait que le bio, il fallait continuer à travailler le sol. Or, on a la preuve aujourd'hui on pourrait sûrement, et même dans certains pays, ça se fait déjà, on peut faire aussi du bio tout en ne travaillant pas la terre. Alors aujourd'hui, je sais que vous militez positivement comme Oui. politique pour faire justement évoluer les pratiques agricoles. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple et audible pour tous les agriculteurs et économiquement bien sûr viable? Euh, il faut considérer que si on veut être les agriculteurs veulent être les acteurs positifs du changement, il faut qu'ils aient un rôle majeur sur le carbone. En réalité, on se rend compte, en analysant bien les choses, que les cultures, rien que, évidemment, par l'obligation de la photosynthèse, c'est le plus grand piège de carbone. Donc, moi, je milite pour que les agriculteurs aient, d'une façon ou d'une autre, accès au marché du carbone. Alors, on peut discuter la chose, où on est sur le marché du carbone, où on est sur une PAC évoluée, où les primes
pourrait être distribué en fonction du bilan carbone, aussi en fonction de la qualité des sols, de l'amélioration de la structure des sols. Vous voyez, tout un tas de facteurs que l'agriculture de conservation peut apporter. Concrètement, pour les agriculteurs qui peuvent nous écouter, être acteur dans le bilan carbone, ça veut dire quoi de manière très pragmatique, très simple, très concrète? Un ou deux exemples. Ben, on arrête de labourer. On arrête même de cultiver le sol. C'est-à-dire que, par exemple, sur les grandes cultures du nord de la France et du bassin parisien, les blés sont semés sur un couvert permanent. En termes clairs, on ne renfouit plus les résidus. On cultive sur les résidus dans les résidus. Donc on adapte évidemment. Grâce à ça, on produit moins de carbone, on consomme moins de gasoil pour labourer, voilà, on consomme moins de gasoil pour traiter, etc., etc. Voilà. Évidemment, il y a à la fois un objectif de baisse de charge, puisque sur la fonction de cultiver, on baisse considérablement les charges proportionnelles, et puis on apporte à la fois une amélioration de la qualité de nos sols, de leur perméabilité, de leur infiltration, donc des phénomènes de ruissellement, et surtout, on participe activement au bilan carbone, puisqu'on agit par la photosynthèse sur le piège de carbone. Est-ce que c'est entendu par vos amis députés, par vos amis députés européens, et est-ce que c'est entendu par les agriculteurs? Quand je dis entendu, partagé, bien sûr. Moi, jusqu'à maintenant, ça ne l'était pas trop. La preuve, j'en suis un des témoins, je viens de vous le dire. Et là, ça commence, quand je dis là, il y a quelques années, c'est-à-dire de 4-5 ans, ça commence à venir parce qu'un certain nombre de chambres d'agriculture, notamment, commencent à pousser un peu ces expérimentations-là. Et sur le terrain, y compris dans nos grandes régions céréalières, il y a quand même bon nombre de jeunes, plutôt des jeunes d'ailleurs, qui commencent à évoluer sur cette technique-là. J'en suis moi-même le témoin sur ma propre exploitation, puisque mon fils commence à pratiquer ces choses-là. Et donc à partir de là, se pose la question de la vulgarisation, comme on a fait de la vulgarisation il y a 40 ans dans les chambres d'agriculture. Mais il y a 40 ans, on faisait de la vulgarisation pour utiliser des produits chimiques, pour améliorer la qualité des herbages. Vous voyez ce que je veux dire? Pour produire plus, mais avec des méthodes à la fois chimiques et des méthodes qui, globalement, ne bonifiaient pas nos sols, quoi. Est-ce que c'est entendu réellement? Tout est une question de formation et d'information. D'accord. Une question, aujourd'hui, avec ce qui se passe, les Français sont encore confinés chez eux, ont plus de mal pour faire leurs courses, pour avoir des produits frais. On voit apparaître, j'en ai parlé avec quelques homologues députés ou sénateurs, on voit apparaître des initiatives pour favoriser la distribution en circuit court. Dans votre région, vous pensez que ce genre de choses peut se développer, c'est-à-dire que les producteurs soient plus en proximité avec les consommateurs, puissent vendre plus facilement leur production locale, et est-ce que ça peut durer? Alors, moi je pense que ça peut durer, mais à chaque fois, c'est toujours le consommateur qui décide. C'est pas systématiquement l'agriculteur. Dans toute méthode de vente, vous avez des avantages et des inconvénients. La réalité, c'est toujours le consommateur qui choisit. Or, le consommateur, peut-être qu'avec ce qu'on vit actuellement, va peut-être y regarder, va peut-être avoir un regard différent sur ses méthodes d'achat ou sur ses lieux d'achat. Parce qu'on voit bien que jusqu'à maintenant, on imaginait une guerre qui était plutôt matérielle, mais pas bactériologique. Sincèrement, on vient de découvrir la nouvelle guerre. Même si les épidémies, c'est pas les premières, mais il y a un siècle qu'on n'avait pas vécu un tel niveau d'épidémie. Et vous pensez que les consommateurs il faut souhaiter que les bonnes vieilles habitudes ne reviennent pas. Vous pensez que les consommateurs peuvent changer leurs habitudes et acheter davantage des produits de proximité? Je vous sens sceptique. C'est-à-dire qu'il y a un tel confort sur la grande distribution aujourd'hui
que ça va pas être facile de faire changer les habitudes d'achat. Par contre, ce que je vois naître, c'est la vente par commande, par précommande. Alors, la grande distribution a inventé le drive. Aux agriculteurs peut-être aussi qui se sont lancés dans les productions de circuits courts, d'inventer les nouvelles méthodes de distribution. Regardez, aujourd'hui, ceux qui se sont adaptés l'ont fait en livrant à domicile. Donc, on est en train probablement, que ce soit pour la grande distribution ou que ce soit que pour les agriculteurs, de régler le problème du dernier kilomètre qui coûte extrêmement cher pour les livraisons. Et donc, est-ce que il va y avoir une part de marché qui va croître de façon importante sur les produits livrés? C'est peut-être souhaitable. Et je rappelle que pour ceux qui sont de ma génération et qui vivaient à la campagne, même peut-être en ville d'ailleurs, il y a 50 ou 60 ans, que les bouchers, les boulangers livraient tous les matins, enfin tous les matins, les bouchers non, mais les boulangers passaient tous les matins avec leurs fourgonnettes pour approvisionner nos campagnes. Donc on ne fait que revenir à nos sources, sauf que les méthodes aujourd'hui vont être différentes parce que le numérique a changé, bouleverse beaucoup de choses. Mais nos habitudes d'achat ont changé d'année en année depuis 50 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, inventer les nouveaux modèles de distribution? Dernière chose, monsieur le député. Allez, on rêve un peu. Vous êtes ministre de l'Agriculture demain matin. Quelle est ou quelles sont les 2 ou 3 mesures que vous aimeriez vraiment pouvoir mettre en œuvre pour les agriculteurs, pour l'agriculture française? Allez, 1 ou 2 mesures qui vous tiennent à cœur. Il faut impérativement que les éleveurs trouvent, en tout cas en ce qui concerne les viandes rouges, disons-le clairement, parce que c'est les plus atteints aujourd'hui, mais pas spécialement uniquement dans le coronavirus. Chacun sait que depuis des années, les éleveurs bovins et ovins et autres ont un métier très difficile qui est loin d'être rentable. Donc, il est impératif que nous organisions nos filières de viande et autres, et qu'on regarde évidemment de très près les problématiques d'importation. On va pas faire un peu plus de protectionnisme peut-être. C'est pas un protectionniste pour moi, c'est de reconnaître les qualités qui sont produites, et donc comment on fait en sorte que le consommateur achète français sans en payer un prix complètement débile. Donc ça pose la question de savoir comment on fait vivre nos agriculteurs qui sont éleveurs et des consommateurs qui peuvent acheter aussi des produits qui ne sont pas à des prix démesurés. Ça, c'est le premier point. Un autre point? C'est le premier point. Après, pour les grandes cultures, moi je suis plutôt un homme, vous l'avez compris, des grandes cultures. Je pense que l'agriculture a un rôle majeur à jouer, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'évolution environnementale et climatique. Tout comme les forêts ont un rôle, vous savez très bien que ce sont des poumons. Eh ben, il faut faire en sorte que quand on cultive du blé, du maïs et autres, on transforma nos méthodes de production en formidables champs de captage du carbone. Voilà, parce que on y a intérêt pour une simple raison, c'est qu'on ne pourra pas continuer à cultiver de façon très intensive en détruisant nos sols, en imperméabilisant nos sols et surtout en les rendant infertiles. C'est à ça qu'on va. Et donc, il faut qu'on réfléchisse au cycle biologique. En réalité, il faut revenir tout simplement à l'agronomie. À l'agronomie. Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres mesures plus spécifiques qu'il faudrait mettre en place. Mais encore une fois, sur les grandes productions, on est, qu'on le veuille ou pas, sur des marchés mondiaux. Pour la viande aussi, mais n'oublions pas que certains territoires français, dans l'organisation de l'espace des territoires, ne peuvent pas faire autre chose que de l'élevage, ou du lait, puisque le lait est aussi dans l'œil du cyclone actuellement. Comment on fait pour garder l'indépendance alimentaire? Merci, monsieur le député, et à très bientôt sur les clés de l'agriculture. Merci à vous, bonne journée. Je vous en prie.